Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast La Pointe. Je suis Christophe Augier, je suis en compagnie de Frédéric Durand. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Dans cet épisode, nous avons le plaisir d'accueillir la figure française la plus emblématique du water-polo féminin. Elle nous raconte son parcours, son palmarès, mais surtout son rôle et sa vision d'entraîneur et de dirigeante au sein de son club, mais également au cœur de la Fédération française de natation. Un épisode passionnant. Allez, c'est parti! Bonjour Laure, nous avons le plaisir donc de t'accueillir sur le podcast La Pointe. Et quoi de mieux que La Pointe puisque c'était ton poste lorsque tu étais joueuse. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour à vous déjà, et puis merci de m'accueillir sur ce podcast, hein. C'est un plaisir et c'est une belle expérience de faire ça et je suis vraiment ravi d'y participer. Donc je suis Laure Gautreau, j'ai été une ancienne joueuse de water-polo, j'ai joué en équipe nationale pendant de nombreuses années, à haut niveau, heu, que ce soit en équipe nationale ou en club, puisque j'ai joué 18 ans en équipe nationale et j'ai 17 titres de championne de France. Avec la chance d'avoir eu 2 médailles de bronze aux championnats d'Europe en 87 et 89, ça c'est pas d'aujourd'hui, mais quand même, c'était un point important pour le water-polo féminin à l'époque. Aussi au niveau européen avec le club de Créteil et de Nancy où on a été en finale de coupe d'Europe avec Créteil en 88 et en demi-finale avec, Nancy en 2003. Donc c'était vraiment, je pense, les bons moments du water-polo féminin et une belle carrière que j'ai eue en tant que joueuse. Le seul hic, c'est de ne pas pouvoir avoir participé aux Jeux olympiques puisque les filles, n'étaient pas encore, sur cette organisation des Jeux olympiques. Donc voilà sur le palmarès, sportif. Depuis, la fin de ma carrière, j'ai entraîné longtemps, même en tant que joueuse. J'ai entraîné l'équipe nationale junior pendant plusieurs années. Et maintenant, je suis plus, dans le cadre de dirigeante. Je suis présidente de mon club. Je suis membre du comité directeur de ma ligue et responsable du water-polo dans le Grand Est. J'ai fait 2 mandats à la fédération, et là, j'ai décidé d'arrêter sur le plan, fédéral et de me consacrer plus sur ma ligue et sur mon club. Alors peut-être pour commencer, bon, tu as évoqué tu as ta longue carrière en tant que joueuse, mais tu es toujours dans le milieu du water-polo, hein. Presque on se demande, mais on y reviendra peut-être plus tard, mais qu'est-ce que tu n'as pas fait au sein du water-polo en France? Je vais le dire comme ça. Tu as commencé ta carrière assez jeune. Je crois que tu es native de Montreuil, où je crois que c'est là que tu as commencé la natation. Et ensuite, assez rapidement, tu es allé vers le water-polo et je crois que assez vite aussi, tu as rejoint le Racing Club de France. Est-ce que tu peux nous parler de ces débuts? Effectivement, j'étais nageuse au Racing Club de Montreuil, hein, dans le 93 et mon entraîneur de natation était Gérard Venot. Gérard Venot qui entraînait aussi l'équipe de water-polo de Montreuil à l'époque. Et donc, très rapidement, avec quelques joueuses, on a décidé de monter une équipe de water-polo féminin à Montreuil, avec Gérard Venot qui nous a dynamisés. Et sur un match d'entraînement avec le Racing, tout simplement, le Racing m'a demandé d'aller jouer, au Racing et là, tout s'est enclenché très rapidement. Alors juste Gérard Venot qui nous a petit salut à sa famille aussi, puisqu'il nous a quittés l'année dernière, si je ne me trompe pas. Voilà, donc un petit coucou à lui. Le Racing. Oui, donc j'ai enchaîné avec le Racing Club de France où c'était, monsieur Albe qui s'occupait du Racing, qui était à l'époque le club champion de France, le club phare, hein. Donc, je suis resté 2 ans sur ce club du Racing et après je suis parti au club de Créteil qui a pris le relais sur le haut niveau, au niveau national. Alors Créteil, club qui a disparu un peu au niveau féminin, donc enfin plus sur le haut du tableau. Est-ce que tu es parti, ça a décliné au moment où tu es parti ou est-ce que ça a continué un petit peu là? J'ai pas d'historique là-dessus. Non, ça a continué un tout petit peu, mais ça c'est vite retombé. Ça a été, je ne sais pas combien d'années ce club a existé, mais c'était, assez court.
Il y avait pas vraiment de structure, c'était compliqué. C'était des parents de joueuses qui organisaient le club et puis ça n'a pas tenu, mais c'était en tout cas un club qui était vers le haut niveau, heu, puisque c'était les premières coupes d'Europe. On a quand même fait, une finale en coupe d'Europe contre des Hollandaises et c'était, pour le début du polo féminin, c'était extraordinaire, quoi. Donc tout de suite, je pense que c'est pendant que tu es au Racing du coup, tu intègres, l'équipe de France directement? Pratiquement, ouais. Donc du coup, là tu jouais donc avec l'équipe, élite, je veux dire l'équipe, phare du Racing, c'est ça, en Oui, championnat? oui, avec l'équipe première, c'est là tout de suite j'ai été détecté par l'entraîneur national et puis de toute façon à l'époque, il y avait pas d'équipe, jeune, hein. Il y avait un championnat junior ou les intercomités. Donc, très jeune, j'ai joué avec des seniors, quoi. OK et donc j'ai lu que, en fait, tu as quand même, joué dans pas mal d'équipes après puisque après donc Créteil, enfin le Racing, Créteil, tu as joué à Bordeaux, tu as joué à Tourcoing, tu as joué à Nancy, enfin pas le club actuel, mais l'ASPTT Nancy à l'époque. Voilà, est-ce que tu peux nous raconter un peu qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui voilà, parce que tu étais, après en plus tu jouais un poste, assez prisé je pense des équipes parce que les postes de pointe, enfin que ça soit en masculin ou en féminin, c'est des postes très importants, dans une équipe de water polo. Qu'est-ce qui t'a attiré? Comment ça s'est passé un peu ces aventures? Et ben, donc très tôt, moi, j'ai joué très rapidement, j'étais très offensif, je jouais en pointe, donc c'est sûr que c'est des postes, qui sont demandés en water polo. Donc je suis parti du Racing de Créteil, je suis parti à Bordeaux pour, tenter une autre aventure et dynamiser le club de Bordeaux. J'y suis resté 2 ans. Après, je suis parti à Tourcoing en pensant que ça allait aussi être, un club qui allait dynamiser le polo féminin. Là, je suis resté qu'1 an parce que j'ai bien compris que c'était pas du tout leur optique, sur le water polo féminin et donc après, je me suis installé en 91 à Nancy où la SPTT m'a demandé de jouer et donc je suis resté sur la ville de Nancy. Donc j'ai joué pendant, des années à la SPTT, hein. C'est là qu'on a eu les 13 titres, de championne de France, avec Christophe Bachelier qui dirigeait l'équipe. Donc et je suis resté avec un vrai projet sur Nancy. Il y avait vraiment un engouement sur le sport féminin, sur le water polo féminin et donc c'est pour ça que je me suis, installé sur ce projet qui était intéressant et sur du long terme et même si maintenant il y a plus la SPTT, bah, je suis toujours à Nancy, même si c'est pas ma ville d'origine. Oui, je pense que tu as bien mis, maintenant tes racines presque sont plutôt nancéennes C'est ça. et tu t'es, définitivement, bon peut-être pas encore définitivement, mais en tout cas, pour le moment bien installé à Nancy. Donc juste pour rappel quand même, donc tu l'as évoqué, 13 titres de championne de France à Nancy, 13 titres d'affilée à préciser et que pour l'instant, même si, le LUC, le nouveau, club phare, du water polo féminin, est à 10 ou 11 titres, d'affilée, pour l'instant, Nancy reste encore le club le plus titré d'affilée et donc le record est à battre. Est-ce qu'il sera battu par Lille ou est-ce qu'une équipe viendra les challenger? C'est pas encore ce qu'on a vu parce que récemment, il y a eu un match, un remake de la finale de la coupe de France, à l'Ismia et malheureusement, ton équipe s'est à nouveau, inclinée, j'allais dire un peu lourdement, 19-7, même si le score ne reflète pas, je trouve la physionomie du match. Voilà, mais en tout cas, enfin Nancy, on va dire dans son ensemble puisque, il y a eu l'ASPTT, maintenant c'est le Nancy, Aquatic, Le Grand Nancy Aquatic Club, oui. que peut-être faire un petit retour. Qu'est-ce qui t'a, marqué dans ces expériences en tant que joueuse? Bah, ma volonté déjà de joueuse, sur tous les clubs que j'ai pu faire, jusqu'à Nancy, c'était d'essayer d'atteindre le haut niveau, d'aller dans une structure qui était, orientée sport féminin, water polo féminin parce qu'il y avait souvent la guerre entre, la natation, le water polo masculin, le water polo féminin et à Nancy, il y avait pas cette optique-là sur le water polo. En tout cas, il y avait vraiment un équilibre entre les garçons et les filles. À l'époque, les garçons de Nancy jouaient en National 1.
Mais il y avait vraiment cet équilibre et c'est pour ça que je suis resté à Nancy. Après, la SPTT tout doucement s'est éteint et a diminué surtout parce qu'il y avait plus les mêmes ambitions certainement et que, avec d'autres filles, on a décidé de monter un autre club, le Grand Nancy Aquatic Club, en 2013 et donc on a redémarré l'aventure à zéro. Donc là, moi, j'étais dirigeante, entraîneur de ce club et tout doucement on est monté, hein, puisque, en 2020-21 on était encore en National 1 et on est monté en élite et d'année en année, on essaye d'avancer et de gagner une marche. Donc c'est sûr que c'est compliqué par rapport à Lille. Maintenant le water-polo féminin, il y a une organisation fédérale, mais il y a aussi des décisions qui sont prises entre les clubs, notamment le nombre d'étrangères par joueuse, par équipe, pardon, où, il y a beaucoup d'étrangères, je pense 8 ou 9, voire plus à Lille et que c'est même pas la fédération, c'est les clubs qui ont accepté ce club. Sinon Lille n'existerait plus, quoi. Donc, il faut bien qu'on avance sur le développement du polo féminin et qu'on va pas, détruire les clubs. Donc cette volonté de laisser un club avec beaucoup plus d'étrangères, c'est le choix de tous les clubs, même si ça crée, des disparates sur les scores. Maintenant sur Nancy, avec le Grand Nancy Aquatic Club, bien évidemment que ma volonté, c'est que Lille n'atteigne pas le record de Nancy d'avant et de casser la dynamique. Donc tout doucement, on avance. On n'est pas dans les mêmes conditions, on a des difficultés avec nos bassins. On n'a plus la grande piscine de 50 mètres qu'on avait avant, puisqu'elle elle est plus utilisable. Mais bon, ça nous crée des difficultés sur les créneaux, sur la formation, donc on essaye d'avancer, mais c'est pas simple en ce moment avec ces bassins. Mais j'espère bien qu'on atteigne, notre objectif, c'est d'avoir le titre, hein, à Nancy, de le récupérer, en tout cas sur Nancy et d'aller dans un top 4 européen et ça serait, c'est sur pas longtemps et on essaye de mettre tout en place pour aller vers cet objectif. On est plutôt un club, dynamique et ambitieux et on fera tout ce qu'on peut faire pour atteindre cet objectif. Alors, je vais passer la parole à Frédéric. Donc Frédéric, est-ce que tu veux, poser quelques questions alors? Je voulais dire que pour l'instant, on a eu, j'allais dire des invités, prestigieux puisqu'on a eu, je vais pas faire toute la liste, mais on a eu le meilleur arbitre français, on a eu le directeur du cercle, on a eu Dominique Delon, Gilles, Jérôme Fernandez qu'on présente plus et on avait décidé quand tu as créé ce podcast-là, de mettre en lumière et l'élite, masculine et féminine et donc le water-polo féminin. Et qui de mieux que Laure comme première invitée pour le water-polo féminin, puisque Laure a un palmarès, tu l'as dit, mais quand même long comme le bras, avec une longévité, quand même 18 ans d'équipe nationale. Je connais peu de joueurs, même chez les garçons, ils doivent être 4 ou 5 à avoir ça. Donc, on a le vrai personnage du water-polo. Et tu as dit tout à l'heure que Laure avait fait quasiment tout ce qu'il est possible de faire dans le polo, de joueuse à entraîneur, à dirigeant. Elle nous a dit tout à l'heure qu'elle avait même été arbitre et qu'il lui avait fallu choisir à un moment donné entre coacher et arbitrer. Moi, je voulais revenir sur quelque chose quand même d'important. Les premiers championnats d'Europe féminins ont eu lieu en 85 et dès la deuxième édition en 87 à Strasbourg et la troisième édition en 89 à Bonn, la France décroche 2 médailles de bronze, ce qui est quand même exceptionnel. On avait à l'époque des équipes, donc les Pays-Bas qui étaient là, la Hongrie qui était déjà là, la Russie qui arrivait, l'Italie. Mais la France était bien présente puisque c'était pas un coup de chance 87 puisque ça a été répété en 89. Et j'allais dire malheureusement depuis, plus grand-chose, voire même plus rien. Comment ça se fait que des équipes, comme l'Espagne, la Grèce qui n'étaient pas là à l'époque, nous soient passées devant et que nous, on soit rentrés dans le rang, voire même, qu'on ait quasiment, je ne veux pas dire disparu, mais qu'on soit très, très en retrait? Comment t'expliques ça alors? Alors de mon point de vue, hein, j'étais jeune à l'époque. Je pense que dans les années, où le water polo s'est mis en place au niveau français, donc en 85, comme tu dis, premier championnat d'Europe qu'on fait, c'était en Suède, on finit dernier ou avant-dernier, je crois. Et après, il y a vraiment une dynamique où déjà il y avait les meilleures joueuses françaises qui étaient, sélectionnées. Ça paraît simple, enfin normal à dire, mais c'est pas toujours le cas.
Et puis il y avait vraiment, une dynamique de travail et il y avait des regroupements à chaque vacances. Chaque vacances scolaires, c'était des stages et des stages et des stages. Un nombre inimaginable de jours de stage, de préparation, de matchs, beaucoup de matchs sur des tournois à l'étranger, des grosses préparations, et donc avec une équipe qui était mature, hein, il y avait j'étais dans les plus jeunes, mais c'était pour moi les autres joueuses étaient vraiment plus âgées, matures, et les filles travaillent, toujours, avec l'envie de faire mieux. Et puis, la fédération nous proposait des stages, tout le temps, et des tournois. Donc ce qui a fait que l'équipe a progressé assez rapidement et s'est maintenue, parce que quand on a des résultats, bah, ça fait garder les joueuses, donc ça a continué à travailler. Ça 2 championnats d'Europe avec une médaille de bronze, donc c'était assez fantastique. Tout le monde reconnaissait le water-polo féminin. Je pense qu'il y avait même plus de reconnaissance qu'il peut y avoir, aujourd'hui. Et puis ça a continué un petit peu en 91, 93, 95, on est toujours dans le top 5, hein, jusqu'en 95. Top 5, on est quand même 5e, on bat quand même la Russie sur la place de 5 à 6, donc ça tient toujours. Et puis après, tout doucement, ça s'écroule parce que la dynamique du water-polo féminin sur l'échelle fédérale diminue, il y a plus de stages, il y a plus de regroupements, heu, les entraîneurs nationaux sont pas vraiment connaisseurs du water-polo féminin. Enfin, ça commence à chuter un peu, c'est plus stable, et puis on en arrive à participer, sur le plan international, mais et puis les équipes comme l'Espagne, hein, comme tu parles de l'Espagne, a été très dynamisée après les Jeux de Barcelone, hein, 92, où sur tous les sports, l'Espagne a rebondi après les Jeux et s'en est servie, et j'ai bien peur que nous, après les Jeux, ça soit pas la même dynamique. Mais en tout cas, l'Espagne s'est vraiment bien dynamisée après ces jeux olympiques de 92, et au niveau international, maintenant, l'Espagne est quand même, dans les 2 meilleures équipes, du monde avec les USA. Et puis les autres pays, continuaient aussi à travailler plus que nous, et puis nous moins, et puis voilà, le résultat, on en est là, en fait. Qui était l'entraîneur en 87 et 89? C'était Michel Coccouche. Michel, OK. Michel Coccouche qui était, donc un cadre technique, qui était le seul volontaire à s'occuper du water-polo féminin au départ, parce que quand ils étaient cadres techniques, c'était du volontariat. Qui veut s'occuper du water-polo féminin? Il y avait pas beaucoup de mains levées, donc lui est parti dans l'aventure du water-polo féminin et a été, plusieurs mois en Hollande pour, vraiment, voir comment les Hollandais travaillaient, les Hollandaises, et on a beaucoup travaillé même en stage avec la Hollande, et donc c'est lui qui était l'entraîneur de ces 2 médailles aux championnats d'Europe. J'ai un peu une impression, là, par rapport à on parlait des moyens, ou un peu mis en avant. En fait, on est sur une période, puisque alors, on est là pour parler vraiment water-polo féminin, mais je peux pas quand même m'empêcher de faire un petit parallèle, puisque 88, on en a parlé, donc on avait fait un épisode là-dessus, l'équipe de France masculine participe aux Jeux à Séoul, et 92 après, et on est un peu sur cette même période-là. Donc on a l'impression qu'effectivement, la fédération, peut-être à l'initiative de ce que nous disait, je crois, avec Jean-Paul Clémenceau, et peut-être aussi le président de la fédération, Henri Serrandour, si je dis pas de bêtises à l'époque, effectivement, une appétence peut-être un peu plus développée pour le water-polo, et du coup, qui permettait de faire des stages, et cetera. Et qu'après cette période-là, effectivement, on a plus capitalisé, et un peu tout s'est effondré. Et je mettrais aussi en parallèle, peut-être, de ce que j'avais vu, que, les joueuses de l'équipe de France féminine, beaucoup, étaient dans l'éducation nationale, et donc peut-être permettaient, à ce moment-là aussi, d'être un peu plus disponibles peut-être pour s'entraîner, et ou en tout cas avec, voilà, des clubs où les filles étaient regroupées, et que maintenant, comme tu l'as dit tout à l'heure aussi, Lille, avec 8 ou 9 étrangères, permet pas forcément, aux joueuses françaises, d'être présentes et d'acquérir de l'expérience. Est-ce que tu partages cet avis-là, ou est-ce que, enfin voilà, comment tu as vécu ça aussi, et puisque ça fait un moment que tu vois un peu toute cette évolution, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Non, non, tout à fait. À l'époque, quand cette génération 87, 89, c'est effectivement beaucoup de joueuses qui étaient profs de PS, instit, qui étaient vraiment libres sur les vacances, donc ça a travaillé beaucoup là-dessus.
Je pense que si elles avaient d'autres emplois, ça aurait aussi fonctionné, hein. Moi, il y avait pas que des profs, mais en tout cas, il y avait cette volonté de la fédération déjà de regrouper toutes les joueuses à chaque vacances et pas que les joueuses de l'équipe de France. C'était toujours ouvert, hein. Il y avait toujours, 5, 6 ou 10 joueuses de plus et en plus, ça travaillait en parallèle avec l'Île-de-France parce que Michel Coccouche était aussi l'entraîneur, de l'Île-de-France puisqu'avant il y avait des intercomités, seniors entre les équipes, ce qui était une belle compétition et effectivement, alors je pense pas que ce soit par rapport à l'emploi du temps des joueuses, hein, le planning, mais aujourd'hui c'est même pas proposé parce que je pense que c'est une histoire de budget et la volonté d'avant tu parlais d'Henri Serrandour, je pense qu'il n'en faisait pas plus pour le water-polo. Il faisait ce qu'il devait faire pour chaque discipline, qu'elle soit natation, accro, plongeon ou water-polo. Il faisait son job de vraiment être sur, comme le DTN, sur toutes les disciplines. Je pense qu'aujourd'hui, hein, la fédération, c'est bien la Fédération française de natation et que les autres disciplines n'existent pas, malheureusement. Il y a pas de membres, au comité directeur, très peu sur les autres disciplines. Il y a pas de communication sur le water-polo avec les clubs. C'est carrément, presque un tabou de communiquer tous ensemble. Il y a pas de groupe d'experts sur le water-polo pour, essayer de travailler et d'améliorer cette gouvernance. C'est l'état d'esprit général, la directive qui est donnée sur le water-polo. Il y a pas de projet sur le water-polo, masculin ou féminin. Donc tout ça fait que c'est une histoire de volonté au départ, de faire les choses correctement, de se donner les moyens ou pas. Ouais, en fait, Henri Serrandour à l'époque, tu dis qu'il a juste, entre guillemets, «fait son job», je suis d'accord, mais comme on voit que les suivants ne l'ont pas fait, on s'aperçoit quand même que quand tu as un président de fédé qui fait juste le job, bah, tu as, comme Christophe l'a dit, 2 participations olympiques de suite pour les garçons. Je rappelle quand même que Nice, à l'époque, avait fait une demi-finale de coupe d'Europe des clubs champions, chez les garçons avec 2 étrangers seulement, 91-12. C'est vrai. Demi-finale avec, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, ils auraient même dû aller en finale. Les filles, parallèlement à ça, font 2 médailles de bronze, une finale de coupe d'Europe. On fait l'INSEP garçon, on en a parlé avec Gilles, qui fonctionne et puis, bah, l'INSEP garçon, au bout d'un moment, on leur dit: «Beh, voilà, ça a bien fonctionné, mais finalement, on arrête». Donc effectivement, c'est extrêmement difficile dans le sport de haut niveau d'arriver à performer si tu as pas un minimum, je ne veux pas dire de reconnaissance, mais si tu as pas un minimum quand même de moyens mis à disposition. Moi, j'ai souvent entendu, «Gagner, on vous donnera les moyens», mais c'est pas comme ça que ça marche, hein. C'est on met les moyens à disposition et après on essaye d'avoir des résultats et on marche un petit peu à l'envers là-dessus. Je voulais juste revenir, hein, sur un truc que tu as dit, Laure, sur le cas de Lille que je connais le fonctionnement de Lille, mais l'histoire des étrangers, hein, c'est-à-dire que tous les autres, tu as dit que tous les autres clubs étaient OK sur le fait que Lille puisse avoir 7, 8, 9, 10 étrangères. Elles ont validé ça? Oui, on a fait une réunion en début de saison où Lille a dit, qu'il ne pouvait pas reconduire Lille si, il ne pouvait pas avoir plus du quota d'étrangères qu'on devait avoir. Je ne sais plus si c'est 5 ou 6 parce qu'on descendait d'une par année et donc il a fallu acter donc, avec notre directeur du water polo, Yann Evengraal, il a fallu acter si on était, OK ou pas. Donc on a tous, décidé que qu'on acceptait que Lille joue ce championnat avec autant d'étrangers. Et ça va décroître avec le temps ou pas? Non, ça devait décroître avec le temps. Ça devait descendre de 8, 7, 6, 5 et cetera et donc là, ça a été bloqué par ça parce que Lille ne pouvait pas conduire une équipe avec le nombre d'étrangères qui était prévu, quoi. Ça veut dire que donc il y a pas de formation derrière? C'est-à-dire si tu enlèves les étrangères à Lille, elles peuvent pas présenter une équipe pour le championnat? Non, mais c'est le choix de Lille, alors il y a la formation, il y a les joueuses françaises, hein, il y a pas de joueuses françaises, hein, beau chercher des joueuses, il y en a pas. Il y a des joueuses en formation qui étaient, à l'INSEP, qui étaient un bon outil, hein. On parlait du water polo et du développement. L'INSEP a été un très bon outil pour les filles, pour la formation, qui était un mélange, sans trop savoir, entre de la formation pour, de la relève ou vraiment l'élite, un mélange des 2. Donc c'était pas très clair et puis il fallait aller à l'INSEP pour aller en équipe nationale, hein, ces dernières années
Et donc, à un moment donné, ces joueuses étaient dans l'INSEP, elles pouvaient pas jouer dans les clubs, donc ça fait qu'il y a moins de joueuses dans les clubs et donc Lille avait c'était compliqué d'avoir une équipe. Donc mais c'est un choix des clubs, hein, tout le monde a adhéré à ce projet. Donc, on verra comment les règlements et comment on s'organisera les années à venir. Heu, mais bon, c'est les clubs qui ont décidé. Et comment t'expliques le fait que Lille, avec toutes ces étrangères, on n'est pas là pour faire le procès de Lille, hein, mais ne parvient jamais à passer le cap d'un premier tour de Coupe d'Europe? Donc en fait, moi, à la limite, si le projet c'était, on a un club phare, un club fanion du water-polo français et qui va dans un Final Four européen ou qui a des titres et tout ça, mais c'est au prix d'une légion étrangère, présente, je pourrais à la limite, comprendre, même si c'est fait au détriment de l'équipe nationale. Mais en plus, ça marche pas au niveau européen. Bah, ils essayent, hein, c'est aussi leur volonté, hein. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'étrangères, hein. Moi, je fais aussi la même chose, essayer de trouver des joueuses au niveau européen parce que sinon on prend des fessées. C'est la volonté de Lille, donc ils essayent de s'entourer faudrait les voir avec eux, mais c'est leur projet de s'entourer des meilleures joueuses, de créer une dynamique, pour la coupe d'Europe, puisqu'il y a un écart énorme entre notre championnat et le niveau européen. Bon, ça passe pas, donc pourquoi, comment, ça serait plutôt, de voir avec eux jusqu'à ce qui pêche dans cette accession. Il manque un peu peut-être de stabilité dans les étrangères, ou des choses comme ça, je sais pas, faudrait voir avec l'entraîneur ou les dirigeants de Lille. Mais en tout cas, la volonté de Lille, c'est d'être plus performant, pas pour le championnat, c'est pour la coupe d'Europe. C'est pour ça qu'il y a une telle, disparité. Puis après, chaque club a ses ressources financières, son budget et on peut pas, atteindre le budget de Lille. Je pense que si tous les clubs avaient un budget plus conséquent, il y aurait aussi plus d'étrangères parce qu'il n'y a plus de Françaises. Il n'y a pas de Françaises, qui sont d'un niveau, correct, il y en a pas beaucoup. Alors il y a un club qui a essayé ça et qui a essayé ça avec succès quand même, puisqu'ils les ont, très largement, titillés, chatouillés et elles ont passé un tour de coupe d'Europe, c'est Mulhouse qui finalement, alors je sais pas si, elles se sont brûlées les ailes ou quoi, mais Mulhouse, enfin ils sont pas rentrés dans le rang, ils ont disparu, tout simplement. C'est quoi ton regard par rapport à ça, la disparition du deuxième club français qui avait des ambitions pour renverser la table et passer devant Lille? Bah, c'était une super dynamique de la part de Mulhouse, hein, de recruter les 5-6 meilleures joueuses françaises et puis de prendre aussi des bonnes joueuses, étrangères. C'était la volonté de faire quelque chose assez performant tout de suite. Ah, ça a tenu, c'était pas trop mal, c'était assez serré avec Lille, même sur le plan au niveau européen. Après, il manquait, peut-être pour que ça tienne un peu plus de stabilité, de base pour que ça puisse, ne pas être, comme ça un peu éphémère. Après, c'est aussi une histoire de finances, hein, c'était un choix de mettre beaucoup d'argent d'un seul coup pour, récupérer toutes ces joueuses et peut-être que, il aurait fallu avoir des bases ou des choses beaucoup plus solides au départ pour que ça tienne un peu plus longtemps. Mais en tout cas, c'était, une bonne dynamique. Ce que nous disait le président, c'était que, bon, selon lui, effectivement, après, nous, on n'a pas toutes les infos, mais que la chute de son club était quand même pas mal liée un peu à la fédération, je veux dire comme ça pour simplifier au départ, mais aussi, voilà, un peu des tractations, peut-être sur des joueuses, qui avaient quitté le club, les joueuses françaises, hein, qui sont parties sur d'autres clubs après. Enfin, en tout cas, c'était pas très transparent, on va dire et effectivement, bah, le fait de plus avoir d'équipe, tel que le projet était monté, bah, du coup, ils ont préféré arrêter et d'ailleurs, peut-être ça peut nous faire une petite transition, mais l'entraîneur, national, Laurent Toss, sur l'équipe féminine, était, assez bien stigmatisé aussi, là-dessus et je crois que peut-être tu as des infos, peut-être que tu peux nous communiquer, Laure, sur l'entraîneur national, mais Frédéric avant. Quand on a évoqué le fait qu'on allait faire un podcast, avec toi sur le polo féminin, j'ai eu pas mal de retours et de demandes de gens de nous expliquer, puisque toi tu es quand même, vraiment de l'intérieur, on a en tout cas
lu et entendu beaucoup de choses sur Laurent Santos et sur son mode de management. Alors des fois, quand on entend, des choses, il y a un peu de tout et n'importe quoi. Mais je voulais vraiment ton avis là-dessus, sans, langue de bois, hein, on est tranquille et là, au moins, on aura une bonne partie de la vérité vraie, j'allais dire. Oui, la vérité est vraie. Donc moi, je suis, pratiquement au courant de tout ce qui s'est passé dès le départ. Je suis en lien avec, beaucoup de joueuses, tout ce qui se passe, ce qui s'est passé, hein, même avant cet entraîneur. J'étais membre du comité directeur de la fédération sur les 2 derniers mandats et donc en mars, j'ai averti, le président de la fédération que ça n'allait pas avec l'entraîneur et qu'il fallait, surveiller tout ça, Mars avant les Jeux olympiques? bien sûr. Donc c'était, la fédération était au courant des agissements de cet entraîneur et donc s'est engagée à essayer de voir ce qui se passait, de suivre, de voir avec les joueuses, qu'il soit pas tout seul avec une fille, qu'il soit pas, toujours accompagné, par quelqu'un de la fédération en déplacement et cetera. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Laure, juste un truc, est-ce que toi, il y avait des joueuses de Nancy dans la sélection ou pas? Non, Et juste avant, qui a choisi cet entraîneur? la fédération, il y avait plusieurs candidats après le départ d'Émilien Bugeaud. Il y a eu plusieurs candidats. Il y avait un Là, il y avait eu, une ouverture de poste, hein, qui n'avait pas eu le cas avant et donc c'est la fédération qui l'a recruté. Mais il y avait des antécédents déjà, en Grèce, hein, sur cet entraîneur. Donc pour revenir à l'histoire, bah, après l'aventure du polo a continué. Il y a les Jeux olympiques, c'est quelque chose d'assez énorme pour une joueuse, donc tout le monde, veut participer aux Jeux. Une telle pression fait que, les gens se sont un peu tus ou n'ont pas toujours osé dire les choses et la plupart des joueuses, hein, ont décidé d'attendre, après les Jeux olympiques et comme ça n'avançait pas, il a fallu aller avertir le ministère et c'est le ministère qui a suspendu, cet entraîneur. Voilà. Alors attends, Laure, si on revient un peu dans la chronologie, donc lui, il est nommé à la place d'Émile Bugeaud, OK, par la fédération. Il y a une ouverture de poste, mais visiblement, je ne sais pas si les candidats ont été reçus ou quoi, ou si lui a passé le cap de l'ouverture de poste. C'est quelqu'un qui a entraîné l'équipe nationale grecque, qui a entraîné les garçons d'abord, qui a eu 2 titres de champion du monde ou champion d'Europe chez les moins de 20 ans chez les garçons, qui a entraîné les filles. Et en fait, toi, donc, si je comprends bien, tu as des retours de filles qui se plaignent d'agissements, j'allais dire contraires aux, aux agissements normaux du rapport entraîneur-entraîné. Tu soulèves le problème, comme tu le dis, tu es membre du comité directeur de la Fédé, tu soulèves le problème auprès du président qui est Gilles Sézional. C'est quoi le retour que tu as quand tu soulèves ça? Il y a d'étonnement, on s'en fout, on va prendre des mesures ou comment? Non, non, c'est pas du tout je m'en fous. Ils ont essayé d'être réactifs, de prendre des mesures par rapport à l'INSEP, d'avoir un suivi, d'aller voir comment ça se passe aux entraînements à l'INSEP, non, non, il y a on me dit pas du tout, «On s'en fout». Non, non, il y a vraiment une réaction de la fédération qui essaye de faire les choses et qui me disent, «Laure, on met un plan d'action, sur ça, t'inquiète pas», non, non, il y a une volonté de faire les choses. Après, j'ai les choses se sont faites ou pas, mais en tout cas, c'était une volonté de se mettre dans cette action. Donc ça veut dire il y a une mise sous observation pour qu'on comprenne bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est dépêché à l'INSEP pour voir un petit peu comment ça se passe, pour voir le mode de fonctionnement, c'est Bah, ça? à peu près, c'est un peu ça, mais c'est peut-être sur l'INSEP, mais aussi sur les déplacements sur les équipes nationales. Le but, c'est de voir s'il y avait vraiment un souci ou pas, de convoquer, de voir avec les joueuses. Ils ont essayé quand même de faire des choses même avec les joueuses, en entretien, de voir ce qui se passait et cetera. Non, non, j'accusais pas la fédération, je voulais savoir comment c'était passé. Oui, 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 oui. Après, le contexte il y en a qui ont déjà signalé des choses. Il y a eu des signalements, hein, parce que les signalements n'ont pas été faits que par des joueuses au niveau du ministère, mais il y a aussi, des gens qui étaient dans le médical qui ont fait des signalements. Il n'y a pas que des joueuses, hein. Donc c'est aussi pour ça que
le ministère a peut-être aussi, pris en compte, encore plus cette affaire. Maintenant, sur les faits ou les pas faits, il y a une enquête qui est, mise en place, il y a des auditions qui sont réalisées, donc il faut attendre, la suite de ce que le ministère va faire, quoi. Est-ce que les joueuses ont constaté un changement suite à ça? Je pense que même si on était très, très proche des Jeux et que ça aurait été compliqué à nouveau de changer de sélectionneur pour en retrouver un autre, je ne sais pas, à 2 mois des Jeux, est-ce que les joueuses ont noté quand même un changement d'attitude ou, en fait, il est resté, toujours sur sa ligne de conduite? Non, non, il a changé quelques petites choses, il a fait attention quand même sur certaines choses. Il avait bien compris la situation, heu, il a essayé de faire des choses, mais voilà, donc ça il y a des choses qui ont continué. Et donc la suite, bon, je comprends bien les joueuses, le poids d'une sélection olympique et que, beh, quand il y a une sélection olympique au bout, ouais, tout le monde la ferme un peu, hein, tu veux tellement aller aux Jeux que, bah, tu mets un linge un peu sur ce que tu as à dire et tu te tais et t'attends. On va revenir après sur la performance aux Jeux olympiques, mais quand tu parles de donc mais on est allé jusqu'au stade de la fédération et après, vous avez été obligés d'en parler directement au ministère, c'est ça? Bah, après les filles ont c'est tout ce qui est dans la règle, des signalements, hein. Les joueuses ont fait des signalements, ont fait des courriers, le suivi d'une logique de ce que doit faire, une joueuse dans ce cas-là et donc après le ministère, a pris en compte tous ces signalements et après met en place une enquête, quoi. Donc c'est le ministère qui a, suspendu et non pas la fédération, c'est le ministère qui a suspendu Laurentos et au vu de la suspension, la fédération a embrayé là-dessus en disant que bon, bah, vu qu'il était suspendu X mois, il ne pouvait plus, continuer à mener à bien ses fonctions et donc lui a enlevé l'équipe nationale, c'est ça? Oui, oui, après ils lui ont expliqué que soit il attendait le temps de l'enquête, soit il démissionnait. Il n'y avait pas 36 choix, donc il a fait l'option de démissionner et il est reparti en Grèce, entraîner. OK. Oui, il a été plus ou moins contraint quand même à démissionner. Bah, écoute, merci pour cet éclairage déjà, là-dessus parce qu'il y a eu beaucoup de tapage, pas forcément médiatique, mais nous, on a eu beaucoup de retours, en nous demandant qu'il voilà, il fallait dénoncer les agissements de ce garçon. Alors bon, on le fait, comme ça, mais alors je voulais revenir aussi sur les Jeux, tout à l'heure, tu as dit que bon donc médaille 87-89, les Jeux pour les filles ont commencé seulement en 2000, donc bon, il y avait pas la parité à l'époque, hein, puisque les Jeux masculins existent depuis très longtemps. Comment tu as vécu un petit peu ces Jeux, de Paris 2024 avec, malgré tout quand même une perf de choix, puisque l'équipe bat l'Italie, donc ce qui était pas du tout dans les plans, initiaux quand même. L'Italie, ça reste une équipe, même si elle est pas, top, 2-3, elle est quand même là, donc comment tu as jugé un petit peu cette performance d'ensemble de nos petites Françaises? Et bah, c'était un super, super match. À un moment donné, c'était, l'équipe à essayer d'attraper, hein, parce que c'est pas non plus c'est pas dans les top 4, mais c'était une équipe à prendre qui est aussi, forte, mais qui n'est pas si régulière que ça, l'Italie, qui a des hauts et des bas et c'était, le moment de prendre, heu, cette victoire aux Jeux à Paris et la France l'a fait, remarquablement. C'était un très beau match avec de l'engagement, après, le problème des compétitions, c'est ça ne se joue pas sur un match et qu'il faut être régulier aussi pour toutes les équipes et puis pour remporter une compétition et pas un match. Donc peut-être que ça a monté un peu vite, en disant: «Bah, la France a gagné l'Italie, c'est bon». Mais non, c'est pas suffisant donc mais en tout cas, c'était une belle performance, mais ça n'a pas suffi pour, le reste de la compétition pour aller dans un top 4 quoi. Alors il y a ce match quand même un petit peu bizarre, hein, entre la France, puisqu'il y a une triangulaire. La France bat l'Italie, l'Italie bat la Grèce et donc si la Grèce bat la France de 8 buts d'écart, bah, l'Italie reste à quai et la France passe. Comment tu c'est pas évident je vais pas dire d'arranger un match, mais un match à +8 comme ça et puis il y a 11-4 comme par hasard, il y a 11-4 pour les Grecs, il reste, une zone plus, donc si elle marque, je pense que Mayara Ekro dans la cage, aurait pas fait tout ce qu'il fallait pour arrêter le tir à ce moment-là et les Grecs, je ne veux pas dire refusent de jouer la zone plus, mais la jouent pas en fait, enfin la jouent pas, comme elles auraient dû la jouer. C'est quoi ton analyse par rapport à ça? Est-ce que c'est,
Est-ce que c'est parce que c'est Laurentos qui dirige la France et qu'il est grec et qu'il y a une espèce de, pas de vengeance, mais un petit peu, ou comment tu analyses ça? Il y a un peu de tout. Déjà, je pense que déjà la Grèce ne voulait pas que la France passe, hein, elle préférait que ce soit l'Italie. Déjà parce que je pense qu'ils sont plus proches des Italiens, aussi par rapport à Laurentos. Après sur le match en lui-même, s'il faut 8 buts, pour moi il y a pas photo. Tu prends les buts qu'il faut et tu arrêtes quand il faut jouer, hein. À un moment donné, il faut respecter les règles et le fair play et l'engagement du match, mais tu as des choix tactiques à mettre en place pour ton résultat sportif. Donc à un moment donné, bah, s'il faut, mettre jouer un peu en dessous, un petit peu accélérer, un peu ralentir, ça fait partie du jeu tactique. Après, il y avait pas de données, dans l'explication du match, le jeu tactique de la France sur ce match. À aucun moment, Laurentos a donné des certaines consignes. Ils ont joué le match comme s'ils jouaient, un autre match. Je parle pas des consignes que Laurentos a données. Moi, je parle des Grecs. Laurentos, lui, il a... Oui, oui, non, mais les Grecs, c'était sûr. C'est sûr, les Grecs, c'est de la volonté, c'est que la France passe pas. Ok, donc on est d'accord. Donc Pour X raisons. Ça, je suis d'accord. Il y a pas oui, photo. donc le 11-4, j'ai l'impression qu'elles ont fait pas exprès, mais d'arriver à +7 et d'être à 2 doigts de donner la qualif à la France avec cette zone plus. Et puis finalement, bah, elles renoncent, c'est une espèce d'ironie en disant voilà, on est pas loin, mais Laurentos, tu passeras pas. Je pense qu'il y a ça. Mais non, elle ne passera pas. Je connais bien la femme qui entraîne la Grèce, qui s'appelle Alexia, on a joué ensemble. Elle était défense de pointe de la Grèce quand je jouais pointe. Et donc elle parle très bien français et je suis toujours en contact avec elle. Évidemment que la Grèce ne voulait pas que la France passe. Mais alors, pour aller jusqu'au bout, parce que si tu laisses passer l'Italie est évidemment, même si tu as souligné que l'Italie est irrégulière, l'Italie représente quand même dans une confrontation Italie-Grèce un danger beaucoup plus important pour la Grèce que la France. Donc le fait d'accepter que l'Italie passe et pas la France, c'était pas, j'allais dire, un choix sportif pour la suite de la compétition, c'était un choix punitif. Il y avait le choix de la Grèce, mais il y avait le choix des joueuses grecques aussi. Oui, on est d'accord, on s'est compris. Voilà. Voilà, on s'est compris. Je voulais juste de poser une question aussi. Florian Brouzot, pour les garçons, a dit que alors je ne sais pas trop comment appeler ça, parce que pour moi, c'est pas non plus une désillusion, mais que l'équipe a été tellement happée par l'événement, on reviendra là-dessus, bah, qu'ils sont plus ou moins passés à côté de leur tournoi. Ça n'a pas l'air d'avoir été le cas pour les filles, hein, puisque les filles ont fait le tournoi, j'allais dire presque un meilleur tournoi que ceux auxquels on s'attendait avec cette victoire contre l'Italie. Et est-ce que tu as eu quoi comme retour des filles par rapport à ça? Bah, je sais pas si cet engouement des jeux, des fois, dynamise à être, encore plus puissant ou à tétaniser, hein, selon les moments. Bah, après c'est quand même un truc assez incroyable de faire les jeux, j'imagine. Ah, que ce soit chez les filles, chez les garçons, je pense qu'il y avait, c'est compliqué, mais après, je pense qu'une fois que la compétition est démarrée, elle est démarrée. Il y a cette crainte des jeux. Enfin, je m'imagine une joueuse, hein, ou joueur, à un moment donné, une fois que le 1er match est lancé, ça va mieux, quoi. C'est comme quand un match est lancé, ça va mieux. Donc après cette pression des jeux, il y avait pas de pression à avoir, hein. La France n'était pas favorite, ni chez les filles, ni chez les garçons. On n'était pas les champions du monde, champions olympiques, à la maison, donc il y avait pas de pression. Il y avait juste à faire un petit exploit ou pour essayer de passer. Alors chez les garçons, c'était pas loin, hein. On attendait plus à les garçons à passer plus facilement que les filles. Il a manqué pas grand-chose, chez les garçons. Je pense pas que ce soit dû à la pression ou à l'engouement de la compétition. Je pense que tout le monde, que ce soit les garçons ou les filles, était bien cadré pour pas se disperser, ailleurs. Après ça joue pas à grand-chose, hein, sur quelques attaques, quelques défenses. Après c'est les choix des joueurs aussi sur les équipes nationales, qu'elles soient garçons ou filles. Alors je suis moins dans les garçons, il y a quelques petites choses qui sont un peu surprenantes. Des fois, des joueurs qui arrivent au dernier moment, je suis un peu surprise. En tout cas, chez les filles, pour moi, c'était pas du tout les meilleures joueuses françaises, hein. Depuis 2-3 ans, on a mis des joueuses qui étaient dynamiques, qui avaient envie, qui étaient jeunes, mais ça manquait d'expérience, de maturité. Quand on voit des joueurs de hand, qui ont entre 25-35 ans en équipe nationale et qu'on c'est le sport co, pour moi, il faut beaucoup d'expérience et beaucoup de matchs. Est-ce que le fait de
Moi, il y a un petit truc qui me gêne parce que je te rejoins dans le fait, même si je connais évidemment le polo féminin bien moins que toi, il y a eu des choix. Est-ce que pour toi, la condition sine qua non de rejoindre l'INSEP, alors je comprends qu'il faille une espèce de base commando pour pouvoir espérer performer, mais je pense qu'on a laissé des joueuses à la maison. Je pense à Léa Bachelier, je pense à Estelle Millot. Il y en a peut-être d'autres, tu en as peut-être d'autres en tête, mais qui sont des joueuses qui avaient 10 ans, 12 ans d'équipe nationale. Léa Bachelier qui est maman, donc c'est un peu compliqué quand même d'aller à l'INSEP avec un gamin en bas âge, et cetera. Je pense que ces joueuses-là auraient mérité et je pense qu'effectivement, on a envoyé la sélection qui répondait aux critères de sélection via l'INSEP, mais je pense qu'on n'a pas envoyé la meilleure sélection possible chez les filles. Chez les garçons, à 95 oui, je me suis déjà prononcé là-dessus. Mais malheureusement, pour moi, c'est pas les 2 meilleures sélections qui ont été envoyées et ça fait tâche quand même. Oui, ça fait tâche parce que c'est vraiment dommage, sur le moment, sur le résultat, attendu, mais ça fait tâche sur l'avenir, entre la transmission des anciens, des anciennes, sur la jeunesse. Donc on perd 10 ans. C'est ça qui est dommage. Donc il y a le moment, présent par rapport à la situation actuelle de mettre l'équipe la plus forte chez les garçons ou chez les filles, mais ça a des résonances incroyables sur le temps. Parce que cette transmission, elle met un temps fou, après il faut repartir sur des bases et des jeunes ou des jeunes garçons ou des jeunes joueuses, elles pensent qu'elles sont les grandes vedettes de leur équipe, alors que ce n'est pas du tout le cas. Il y a pas de transmission, il y a pas de donc c'est dommageable sur l'avenir aussi, quoi, hein. Est-ce que les joueuses, on parlait, bon, il y avait le passage INSEP, mais est-ce que le choix peut-être de ces joueuses, je refais un petit focus sur ce qu'on disait avant par rapport à l'entraîneur, est-ce que justement de prendre des joueuses pardon, plus matures, faisait que l'entraîneur avait peut-être moins la mainmise sur ces joueuses-là et que plus difficile à contrôler, ouais. Mais évidemment, mais c'est pas que maintenant, ça date depuis, 5-6 ans, 7 ans. Dès qu'une joueuse est un peu plus âgée, qui a un peu plus de diplôme, qui est, mature, qui a de l'expérience, face à un entraîneur qui, peut se sentir déstabilisé, c'est très simple de ne plus la prendre. Est-ce que tu penses, Laure, j'ai une question, est-ce que tu penses que les filles, parce que j'ai regardé un peu les matchs au jeu, à part Oka, qui est un peu un cas particulier, mais est-ce que tu penses que les filles sont plus, pas performantes, mais c'est plus facile, pour une femme d'entraîner des filles? Ou est-ce que tu penses que, bah, on voit il y a aucune femme qui entraîne les garçons? Est-ce que tu penses qu'il vaut mieux une femme pour entraîner des tu m'as parlé de Christophe Bachelier qui a entraîné, les filles de Nancy avec succès et donc bon, la mixité existe, mais est-ce que tu penses que le fait d'avoir une femme aux manettes, ça aurait peut-être changé des choses ou pas? Non, je pense pas que ce soit une histoire de femme ou d'homme, je pense que c'est une histoire de compétence et de prendre, l'individu en compte et pas le prendre pour une machine ou un mouton ou je pense pas que ça soit une histoire de sexe, c'est une histoire de façon de fonctionner, de façon d'accompagner le sportif et de l'amener le plus haut possible et au meilleur niveau. C'est ça, c'est tout simplement ça. Il faut pas oublier qu'à un moment donné, c'est le côté sportif qui doit primer et l'état général qui entoure le sportif et des fois, il y a d'autres choses qui rentrent en compte, qui ne sont pas trop sportives et qui débordent. Ou du copinage pour reprendre telle sélection, ou lui il est pas gentil, ou il m'a mal parlé, ça va pas. C'est très facile il y a en natation, c'est un temps, c'est un chronomètre. En polo, c'est plus subjectif, hein. Oui, exactement. On a dit tout à l'heure que tu avais fait beaucoup de choses et quasiment toutes les choses. Est-ce que tu as déjà, été entraîneur de l'équipe de France A? Je l'ai fait, pour un en intérim parce qu'il y avait plus d'entraîneur à un moment donné. Je ne sais plus pour qui était renvoyé ou il y avait plus personne et après j'ai dû faire l'intérim un petit peu de temps, mais je l'ai pas fait longtemps. J'ai surtout entraîné l'équipe de France junior, pendant 4-5 ans, je pense.
Donc Laurent Dos parti, quelles sont les perspectives? C'est Lorraine de Ronty maintenant qui entraîne, c'est ça? Bah, elle est en charge de s'occuper de l'INSEP, pour l'instant jusqu'à la fin de saison. Je ne sais pas officiellement ce que va devenir l'INSEP pour les filles l'année prochaine. Et puis donc pour l'instant, c'est le seul acteur, du water-polo féminin pour un peu tout faire puisqu'il n'y a pas d'engagement, de la fédération il n'y a pas eu de recrutement, il n'y a rien du tout sur l'avenir du water-polo féminin. Je pense que je ne sais pas, mais je ne pense pas que ça soit la volonté de la fédération de relancer le water-polo féminin. Alors, il y a quand même, elle a quand même une spécificité, ce que nous expliquait Dominique Delon, qu'on avait eu dans un épisode précédent, c'est qu'elle a réussi le professorat de sport. Et on sait que ça a beaucoup d'importance pour les cadres techniques d'être dans cette situation, puisque du coup, ils sont payés par le ministère et non par la fédération. Donc, effectivement, suivant peut-être les résultats et le projet qui pourrait être mis en place, si projet il y a, mais tout à l'heure, tu nous disais qu'il n'y avait pas vraiment de projet, et effectivement, nous, c'est un peu notre ressenti aussi, mais on n'est pas à l'intérieur, que justement, bah, ça pérennise un peu son poste et qu'elle soit toujours en charge du water polo féminin, au-delà de ses compétences, hein, que je ne connais pas. Mais voilà, un peu par défaut, quelque part, bah, elle se retrouve dans cette situation. On parlait des joueuses et des expériences de joueuses qui font un certain nombre de matchs pour pouvoir jouer vers le haut niveau et cetera. Je connais bien Lorraine aussi, hein, c'était une joueuse, une gardienne. Elle a eu son professorat de sport, c'est très bien pour elle, c'est très bien pour la fédération parce que ça coûte moins cher, hein. Par contre, il y a pas de elle a pas d'expérience. Peut-être qu'elle en aura dans quelques années, mais c'est les débuts. Et quand j'étais joueuse, j'allais dans les clubs où l'entraîneur était le plus expérimenté possible. C'était une de mes volontés. Donc je pense que c'est important aussi d'avoir des entraîneurs pour respect par rapport aux joueuses qui ont aussi des compétences. On va en équipe nationale parce que ce sont les meilleurs entraîneurs, de France. Enfin, pour moi, c'était ça quand j'étais joueuse. Donc c'est très bien pour la fédération, elle gagne un peu d'argent. Le but, faut savoir vers où on tend et ce qu'on a envie de faire, c'est tout. C'est une histoire de volonté au départ. Lorraine a vraiment la volonté de faire des choses, beaucoup sur les jeunes. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas d'autres personnages, qui sont là autour d'elle et c'est vraiment navrant. Donc je ne sais pas comment on va tourner l'INSEP l'année prochaine. Je ne sais pas comment il n'y a pas de lien entre les équipes nationales et les clubs, hein. Il n'y a jamais eu de réunion depuis 6 7 ans, avec les entraîneurs pour savoir quel profil de joueuse il faut pour aller jouer en 16 ans, 14 ans, en senior. On ne sait pas les références des joueuses de l'équipe de France, quel temps il faut faire, quelle, chose il faut faire, à combien. Il y a aucun lien avec les clubs et j'ai beaucoup de clubs, hein, qui me posent des questions, mais il y a rien. Donc on ne sait pas vers quoi on tend, on ne sait pas ce que la fédération veut faire et puis au milieu de l'équipe nationale, bah, Lorraine, elle essaye de faire ce qu'elle peut avec les moyens qu'elle a et son expérience. Sauf que je pense que c'est pas digne, de du niveau, des équipes nationales, quoi. Oui, elle est pas mise dans les meilleures conditions pour réussir. Exactement. Ça fait une bonne transition, je trouve aussi, ce que tu viens de dire, c'est que tu as fait partie, donc, au moins 2 mandats du comité directeur. Est-ce que c'est tout ce qu'on vient un peu d'évoquer, ce manque de projet, tout ça qui t'a fait, quitter, un peu le mandat? Ou est-ce que c'était une vraie volonté de te consacrer, bah, plus dans ton club parce que tu as déjà fait au bout de beaucoup pour la fédération? Tout à l'heure, tu disais effectivement, tu voulais te consacrer quand même pas mal au comité parce que tu es engagé dans beaucoup de choses. Parce que là, bah, tout ce que tu dis, enfin, je trouve c'est dommage de pas essayer de le pousser, même si je pense que c'est très compliqué, à la fédération, mais voilà, c'est un peu ce retour-là. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Au niveau des 2 mandats que j'ai fait à la fédération, donc déjà les membres, il y a très peu de membres de membres de gens de personnes du water polo au comité directeur, hein, il y en a jamais eu des masses. C'est pas représenté, hein. On peut dire que dans d'autres fédérations dans d'autres pays, il y a un quota, c'est équilibré entre 4, comme en Italie, par exemple. Juste une question, alors il y a combien de membres, juste peu technique, il y a combien de membres au comité directeur en tout? 32. 32. Et donc, là, toi, quand tu y étais, il y avait combien de représentants du polo? Et ben, il y avait Stéphane Zmesguer, Benjamin Mercier et moi-même. Donc 3 sur 32, 10. Donc voilà, et puis ces membres-là, ces 3 membres, ne sont même pas dans la commission water polo. Il y avait que Benjamin Mercier qui dirigeait la commission water polo. Les autres, on n'était pas dans la commission, avec Stéphane, la commission polo.
Attends, excuse-moi, je t'interromps encore, mais donc, parce que là, je découvre quelque chose. Il y a 3 membres du water polo sur 32 membres, et dans les 3 membres, il y en a 2 qui font pas partie de la commission polo. Tout à fait ça. Mais pourquoi? Je ne sais pas. C'est tout. Non, mais Non, mais tu comprends l'incongruité quand même du truc. C'est ça, je découvre quelque chose. Donc, on en a que 3 au polo, et sur les 3, il y a une commission water polo, ils en font même pas partie. moi, j'étais plus référencé water polo féminin, donc on m'interrogeait quand même pas mal sur le water polo féminin. J'ai quand même essayé d'avancer sur certaines choses sur le polo féminin, mais c'est plutôt du off, tu vois. Mais en tout cas, dans la commission water polo, c'est comme ça, le mandat. Et donc, moi, j'étais membre président de la commission de la féminisation, de la mixité, des luttes contre les violences, la discrimination. J'étais sur ce secteur-là, mais sur le papier, j'étais pas dans la commission water polo. Donc j'œuvrais pas mal sur le polo féminin, sur des idées, des actions. Les clubs, ils sont plutôt, à me demander, hein, à chaque fois. C'est plutôt moi, un petit peu, entre guillemets, «la référente», du polo féminin. Donc quand un club a des questions ou des problèmes, il m'appelle moi, quoi, hein. Mais la fédération, non, le water polo, c'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, j'ai essayé, j'ai tenté, hein, de voir comment ça pouvait fonctionner, et comment on pouvait faire avancer le water polo, mais c'est pas possible, c'est impossible. Dans les conditions actuelles, c'est impossible. La fédération fait des choses, elle fait pas rien, hein, mais elle œuvre plus sur d'autres dynamiques qui sont sportives. Et quand elles sont sportives, elles sont très natation, et c'est très peu sur la partie sportive. Les objectifs ne sont pas du tout ce qu'on croit, et c'est pas ma volonté. Donc bah, j'ai dit: «Stop, merci, je ne souhaite plus, repartir sur le comité directeur de la fédération». En fait, on est très éloigné du sport, quoi. Tout à fait, tout à fait. C'est des objectifs d'animation, les objectifs de licence, des objectifs, En fait, ça fait écho à 2 invités qu'on a eus. On a eu Jérôme Fernandez, qui nous a expliqué un petit peu comment fonctionnait le handball, qui est quasiment un modèle. Il y a une pérennité. La France jouera la médaille de bronze contre le Portugal au championnat du monde. Mais il n'y a pas de hasard entre la mise en place qu'a fait Daniel Costantini à la fin des années 80, et maintenant on est en 2025, 40 ans quasiment après. Il y a une pérennité des résultats, mais quand il nous explique comment ça fonctionne, bah, il n'y a plus de mystère. En fait, les moyens sont mis et la performance arrive. Et puis on a eu Dominique Delon, qui nous a expliqué aussi, où on évoque souvent avec des amoureux un peu du polo, la faisabilité d'une fédération indépendante de water polo. Moi, je reste persuadé que là, les JO, ça a été un effet d'aubaine, et la Fédé s'est un peu servi de ça, et à surfer sur les bons résultats des garçons, mais qu'il n'y a pas de plan mis en place pour la pérennité de la performance. Et vous êtes dans le dur, les filles, on va commencer à être un petit peu dans le dur, on est déjà un peu dans le dur chez les garçons. Mais moi, je reste persuadé qu'il faut voler de nos propres ailes, et même s'il y a des difficultés, même si c'est un menhir à bouger, l'organisation, le financement, et cetera, si on veut avoir des résultats, ça en passera obligatoirement par ça. Ou comme on l'évoquait aussi, c'est-à-dire qu'il y a des fédérations plutôt latines, donc on en évoquait, je crois, l'Espagne, peut-être Grèce et Italie, où le water polo faisait toujours partie de la fédération générale, hein, avec la natation, mais qu'ils mettaient des moyens ou se reprojeter comme à l'époque, on le disait tout à l'heure, avec Henri Serrandour, où il y avait juste le minimum et c'était équilibré entre les 4 volets de la fédération. En fait, là, ce qui se passe, c'est qu'on manque de structure, on manque d'organisation. Quand il y a plus d'INSEP, on crée un INSEP, il y a des résultats qui arrivent, enfin pour les garçons. Là, l'INSEP, on leur dit, je ne sais pas si ça va continuer, et en plus, il y a un problème d'encadrement. Il y a un problème peut-être des filles qui sont, parce que la densité, elle est plus là. Je pense qu'il y a plus peut-être d'intercomités féminins. Ça manque cruellement de structure et de pouvoir confronter, prendre de l'expérience, un peu tout ce qu'on dit un peu régulièrement, mais que finalement on en revient toujours là. Je pense que c'est aussi une volonté de dire, sans mettre des moyens extravagants, mais déjà d'avoir les structures. Donc sans ça, c'est sûr qu'on n'avancera pas. Oui, c'est une volonté, fédérale, c'est la volonté
de viser, la performance. C'est une volonté. Après, il y a des histoires de finances et de budget, mais déjà, si, ça coûte pas cher de rassembler tous les experts de water polo et de les mettre à travailler, pendant 6 mois sur un projet ça coûte rien ça. C'est une histoire de volonté. Donc, tant qu'il y aura pas cette dynamique, cette volonté, hein, c'est comme quand on gère une entreprise, on gère son club ou sa ligue, et c'est la dynamique qu'on met en place et l'objectif et la volonté. Si en haut ça part pas, et ben, ça peut pas, redescendre, quoi. Donc les clubs sont Ouais, il y a rien qui est insufflé. c'est ça. Donc il y a des clubs qui ont de la bonne volonté, qui essayent de travailler, mais il y a aucun accompagnement ou d'aide sur les clubs. Je vois en Hongrie, les 4 meilleurs clubs hongrois qui vont en coupe d'Europe garçons et les 4 clubs féminins hongrois qui vont en coupe d'Europe touchent 20 000 € de la fédération, de leur fédération pour les accompagner. Nous, en France, les clubs, déjà, c'est compliqué d'être accompagnés localement par nos collectivités. On y arrive un peu sur des bassins, on y arrive un peu financièrement sur, les villes, les départements, les régions. Notre fédération ne nous aide pas. C'est un truc. On doit donner de l'argent à la fédération pour, elle accompagne pas ceux qui sont dans la bonne dynamique. Donc s'ils le font pas, qu'ils accompagnent au moins les clubs qui avancent. Donc tant qu'il y aura pas ça, donc il y a quelques années, moi, j'étais contre, une fédération de water polo à part. Je pensais que ça serait très compliqué. Puis en fait, maintenant, je suis à 100 de créer vraiment notre fédération. Alors comment la mettre en place? Il faut qu'on en ait tous envie, déjà tous les acteurs du polo, et puis après il faut remonter les manches, et puis au lieu de dire, il faut essayer de l'activer, au niveau fédéral et au niveau ministère, hein. En fait, le truc, c'est quel est le risque, en fait? Qu'est-ce qu'on Non, risque? plus rien. Voilà, quand tu es laissé, plus ou moins à l'abandon, soit tu acceptes, l'abandon avec, toutes les conséquences que ça engendre. Donc, on va revenir à ce qu'on était un petit peu avant, notamment chez les garçons. Ou bien alors, en plus, on a la chance quand même d'avoir chez les garçons, je parle pas des filles, mais chez les garçons, des figures de proue, des gars qui sont des têtes d'affiche, mondiales. On a eu Pierre Garçot qui a été, mais le polo était pas médiatisé comme il a pu être médiatisé ces derniers temps. Il y avait pas les réseaux sociaux, tout ça. Pierre Garçot, mais là, c'est la première fois qu'on a un mec comme ça qui est sur le devant de la scène et tout ça. Oui, Thomas Vernou. Donc on a des têtes d'affiche, on a des choses, et on a beaucoup d'amoureux de ce sport qui sont de bonne volonté et qui, moi je connais pas toute la technique, ministérielle, la bureaucratie, la technocratie française qu'il faut pour créer une fédération indépendante. Mais sportivement, quel est le risque, en fait? Tu vas finir, moins bien que ce que tu finis là? Je suis pas sûr. Je tempérais un peu parce que je trouve que oui, enfin en tout cas nous, avec ceux avec qui on discute et qu'on invite, effectivement, on sent qu'ils sont de bonne volonté et là-dessus. Mais je pense qu'après, une fois qu'on est en interne dans les clubs, c'est chacun pour soi. Et c'est pour ça que la ligue promotionnelle, elle n'a pas marché. C'est pour ça que là, Water Polo Evolution, pour moi, ça fonctionne pas. Voilà, il y a un moment, quand on se retrouve, quand on doit se retrouver autour de la table pour vraiment faire avancer les choses, après, je sais qu'à l'époque aussi, Patrice Pecker, on fait souvent appel à lui, enfin en tout cas, lui fait des appels du pied. J'espère que peut-être qu'un jour, il nous rejoindra aussi. Mais a beaucoup contribué, en tout cas, essayer de travailler là-dessus. Et au final, voilà, la règle des étrangers sur le polo masculin, ça n'a pas tenu parce que chacun, après, joue son propre jeu, quoi. Et du coup, au lieu de le voir à long terme, on voit à court terme et au final, on est dans la situation dans laquelle on est, quoi. Mais je te rejoins sur le ch pardon, je te rejoins sur le fait que les clubs doivent aussi être beaucoup plus, heu, sur le travail commun. Alors je pense que ça va beaucoup mieux, ça va bien en water polo féminin. Les clubs s'entendent bien, il y a une dynamique, on peut discuter, on se met d'accord. C'est beaucoup plus simple, je pense, chez les filles que chez les garçons. Je pense que c'est plus compliqué avec, les clubs garçons que les clubs, Non, mais filles. Christophe, tu auras le destin que tu mérites alors. Si tu es face à un immobilisme fédéral que tout le monde constate et que finalement, tu te complais là-dedans et que ça te va, continuons comme ça, il y a pas de problème. Effectivement, il y a des risques à prendre. Il faut, alors tu décides pas ça du jour au lendemain,
Il y a des risques à prendre, il y a des choses à faire, mais on en a parlé avec Domi, de la fédération des sports de glace, hein, il y avait que le patinage qui comptait. Il y avait Candeloro et puis, comment ça s'appelle? Surya Bonali et donc, bah, c'était eux les têtes d'affiche du machin. Les gars avaient pas de patinoire, avaient pas un championnat et cetera. Donc je pense que c'était aussi difficile pour eux, à une époque, de se retrousser les manches et de se dire: «Bon, bah, voilà, nous, on va y aller» et puis ils y sont allés et puis ça fonctionne. Pourquoi le C'était dur, polo hein, ils ont eu beaucoup d'obstacles et les premières tentatives n'ont pas fonctionné, hein. Ouais, c'est sûr, mais moi, je trouve qu'à un moment donné, c'est compliqué, des fois, c'est dur, mais il faut être dans l'action et aller au charbon. C'est bien beau de dire, «C'est pas bien, il faut faire ci, il faut faire ça», mais tellement de gens le disent, mais ne sont pas actifs. Donc, si à un moment donné, on est tous d'accord pour changer les choses et faire des choses, et ben, il faut se prendre en main et essayer d'aller, là où il faut. Ça marchera ou ça marchera pas ou et je vais même te dire un truc, Christophe Taylor, tu verras que le jour où tu as vraiment, vraiment une volonté affichée d'indépendance, ça sera peut-être là que la fédération va se dire: «Hop, hop, hop, on est en train de perdre une de nos 4 disciplines, il faut qu'on fasse quelque chose». Là, Il y a déjà eu ça. non, Il y a déjà eu c'est ça. là. Non, Et non, ça n'a non, pas non, marché. non, je te parle pas de la ligue. La ligue, tu es toujours sous le joug de la fédération. Ça n'a Oui, parce qu'ils n'ont pas voulu le lâcher. Parce qu'ils n'ont pas voulu le lâcher. Il y a eu des tentatives pour créer une ligue oui, indépendante Christophe, et la oui, fédération a tout fait pour le récupérer et a tout fait pour l'éteindre. oui, oui, le Gilles Cézannial, il veut pas lâcher le truc, hein, parce qu'en non, mais mais il le dit, il le non, mais gardera le polo, hein, il une veut ligue pas. professionnelle à l'intérieur d'une fédération, ça n'a rien à voir avec une fédération indépendante. Ouais. Donc à un moment donné, Oui, moi C'est moi c'est moi je plus. suis ravi d'apprendre que Gilles Cézanne, il veut, nous garder au sein de sa fédération. Mais à ce moment-là, qu'il fasse quelque chose, qu'il mette les moyens. Parce qu'on parle des résultats des garçons qui ont été dans la lumière. Mais tu prends la natation, si tu enlèves Xavier, si tu enlèves Léon Marchand, il y a qui derrière? Alors tu as le fabuleux, le Florent Manodou, que je salue, hein, 4 médailles en 4 olympiades, c'est fantastique, mais qui a 92, qui va avoir 33 ans, donc ça va être fini. Tu pas une fille, quasiment, à part la fille qu'on a naturalisée 2 mois avant les Jeux, qui a une médaille, de bronze. Tu qui à part Léon Marchand? Il y a rien en natation, il y a rien. Le plongeon, la synchro, on participe, on est là, mais c'est quoi le bilan de la Fédération française de natation? Alors ouais, tu as Léon Marchand parce que tu as un extraterrestre. Ce gars, il est fantastique. Mais à part ça, pourquoi la Hongrie fonctionne? Pourquoi la Croatie fonctionne? Pourquoi ces pays-là fonctionnent? Et les autres pays qui fonctionnent, c'est des pays où effectivement le polo est reconnu et où la fédération, comme la FINE en Italie, donne les moyens au polo. Mais nous, enfin, je veux dire, quel est le risque? mais il y a pas de risque pour nous, mais je veux dire la fédération non plus n'a pas de risque à mettre des choses en place correctement. Ça fait même, ça paraît même incroyable de ne pas mettre en place des choses simples, faciles, de se mettre dans l'action pour améliorer la formation, améliorer la formation des joueurs, des arbitres, des entraîneurs, les organisations, comment on fait pour les régions? Enfin, à un moment donné, il y a plein de choses à faire juste en communiquant et en mettant les acteurs du polo ensemble et puis aussi sur cette espèce de gouvernance au niveau international, on n'est pas bien vu. On n'est pas bien vu au niveau de la LAN, on n'est pas bien vu au niveau, international parce que nos instances donc on n'est pas nommé non plus on n'est pas nommé dans les instances, européennes ou avec la World Aquatic parce qu'on est mal vu. Notre fédération est mal vue. Beh, Donc il y a plein de choses à mettre en place là-dessus. Il y a la relation avec les clubs, mais la relation avec le monde international et ça coûte rien, ça ne coûte pas d'argent ça. non, mais moi, je reste persuadé, je l'ai déjà dit, que quand les choses ne sont pas faites, bah, écoute, tu prends ton destin en main, tu seras ensuite responsable de tes échecs et de tes succès, mais en tout cas, si tu as des échecs et bah, tu sauras sur quoi il faut travailler. Tu peux pas, tu peux pas avoir des échecs et puis à chaque fois que tu veux prendre la main et faire quelque chose pour changer ça, te heurter à un mur fédéral, technocratique, bureaucratique et cetera. La France en est malade, même en dehors du sport et je vois pas, enfin, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Alors peut-être que, il y aurait des balbutiements, peut-être que ça marcherait pas au début, peut-être que effectivement tu te prends des portes, il y a des difficultés. Mais et puis même je vais même vous dire, parce que le temps passe très vite, même si ça prend 10 ans, même si ça prend 10 ans de mettre en place quelque chose, qu'est-ce qu'on risque? Qu'est-ce que sera le polo français dans 10 ans en restant,
au sein de la fédération, là? Vous pensez que ça va aller mieux? Ça dépendra des personnes. C'est mal barré. Pas sur le prochain mandat, en tout cas. Le prochain mandat, il va se lancer. On ne sait même pas qui est officiellement président de la commission polo, officiellement. Il n'y a pas d'acteur du water polo. C'est pas monsieur Oui, Pérez? voilà, donc Non. c'est quelqu'un qui est peut-être très bien, mais qui n'y connaît rien, qui n'est pas sur la volonté du water polo dans sa formation. Il va s'occuper de la commission polo. Pour l'instant, rien n'est officiel. On ne sait pas qui est dans cette commission water polo. On ne sait rien. Donc peut-être qu'ils vont tout mettre en place pour avoir quelque chose de concret pour la saison prochaine. Moi, j'attends un projet du water polo, un projet de développement de l'activité, qu'elle soit masculine ou féminine, un vrai projet avec des acteurs et des gens compétents et des experts dans cette commission. Des gens qui connaissent le polo et qui ont envie de le faire avancer. Donc on verra comment ça se passe. Moi, je vais attendre de voir qui va être dans cette commission et s'il y a des acteurs du polo féminin aussi, hein. Et puis, moi, je ferai part à la fédération de ce qui me convient, mais il convient pas. Après, elle en fait ce qu'elle veut, mais je pense qu'il faut qu'on dise à chaque fois ce qu'on pense et qu'on ait au moins aucun regret sur ce que la fédération fait. Puis après, en parallèle, il faut que les clubs se bougent pour, comme tu dis, préparer quelque chose d'autre, créer une autre dynamique pour se sortir de là. Christophe, tu sais, tu parles du manque d'unité des clubs. Je te rejoins. Mais moi, je te dis, si tu mets une fédération avec un président de fédération qui soit bien clair, qui soit respecté et qui soit pas clivant et qui fasse l'unanimité. On a parlé en rigolant, mais pas tant que ça, de Domi, d'un personnage comme Domi qui rassemble, ferme, avec des idées, machin. Les clubs y suivront. Là, pour l'instant, c'est un espèce de maelstrom parce que chacun, comme tu dis, fait son petit truc dans son coin, fait machin, sa petite cuisine depuis toujours, en fait. Et il n'y a pas de vrai projet. Quand tu n'as pas de vrai projet fédéral, bah les clubs, tu fais ta petite tambouille et puis chacun fait dans son coin. Mais à un moment donné, quand tu fixes les choses et tu dis, voilà, maintenant, il y a une fédé de polo, on va mettre les moyens, on va faire ci, on va faire ça, les clubs, ils vont adhérer. Et puis les clubs qui adhèrent pas, ça veut dire quoi de pas adhérer? Si demain, tu dis, voilà, pour s'engager à la fédération, il faut 4 étrangers dans le championnat, pas plus. Ben, les clubs, ils seront obligés. Là, en fait, chacun fait un peu ce qu'il veut. Moi, moi, je ferai pas. Moi, j'en mettrai plus ou moins ou machin. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle vraiment, vraiment établie. Il faut de la discipline. Je t'ai pas dit que ça allait, je t'ai pas dit que ça allait se faire. Je t'ai pas dit que ça allait se faire facilement ou rapidement. Mais tant que la première pierre elle n'est pas lancée, moi je te dis, la survie du polo, elle dépend que de ça, hein. Que de ça. Ouais, après, je pense qu'il y a des étapes intermédiaires, comme l'a dit Laure. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent se mettre en place à la fédération et qui ne coûtent pas d'argent. Elles se mettent pas en place. Elles se mettent pas en Je- place. Les années passent et rien ne se met en place. J'aurais une question pour Laure. Comment on intègre la commission de waterpolo? C'est le président de chaque commission fédérale qui contacte les gens qu'il souhaite, qu'ils soient à la fédération ou dans des clubs ou dans des ligues et qu'ils soient licenciés, point. Dans n'importe quelle discipline, il peut y avoir des gens qui ne sont même pas de la Fédération française de natation et qu'on intègre dans cette commission. Donc on fait le choix. Ils sont cooptés. C'est même pas coopté, on leur demande. Donc après, il peut y avoir 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15 personnes, peu importe. Et la commission est créée. Là, tu peux me dire les membres de là, c'était Benjamin Mercier qui était président de la commission fédérale. Tu peux me dire les membres de la commission fédérale, s'il te plaît? Mais en plus, ça a changé en cours de route. Il y avait 2 experts juridiques. Il y avait Fred Odon, il y avait Thierry Landron pour le polo féminin, mais qui n'est pas toujours disponible, mais qui essaye. Benjamin Mercier, il y avait qui d'autre? Je ne sais même plus, tu vois, quel nom. Et dedans, tu dois avoir un ou 2 cadres techniques qui sont dedans. Donc, je pense qu'ils ont rajouté des entraîneurs nationaux pour dynamiser le truc. Mais tu mets ce que tu veux tu mets qui tu veux dans ta commission. Et après, tu peux faire des belles commissions, hein. Tu peux mettre 15 ou 25 personnes et jamais les réunir, hein. Tu fais comme tu veux, ou tu décides tout seul avec ton petit salarié à la fédération. Après, c'est une histoire d'organisation. Après, le comité directeur de la fédé, elle prend en compte ce que fait cette commission. Le reste des membres du comité directeur ne rentre pas en compte dans ce qui se passe dans la commission. Donc la fédération, elle est responsable de ce qu'elle met en place comme fonctionnement. Mais la commission water polo, elle est aussi responsable de ce qu'elle fait, hein. Donc,
Comme par exemple, tu disais qu'au dernier mandat, il y avait pas tous les membres du comité directeur avec une spécificité polo dans cette commission polo. Ça paraît incroyable, mais c'était le cas. Donc il faut pas mettre de gens qui font trop de bruit, trop de vagues. Il y avait aussi Julie, de Noisy qui était dans la commission. SN. Ouais, SN. Et donc après, c'est une histoire de volonté. Comme au niveau de la fédération, la commission water polo, le responsable doit décider de ce qu'il a envie ou pas. C'est quand même une grosse responsabilité. Dans ses choix d'acteurs, dans ses actions, après, il y a le côté financier qui rentre en compte avec le reste de la fédération. Mais en tout cas, sur les personnages et les personnes qui rentrent dans cette dynamique, c'est le choix du président de la commission. Donc c'est cette commission-là qui peut être à l'origine de projets, de mise en place de structures, etc. Exactement, mais c'est son rôle. C'est son rôle. Moi, j'étais président de la commission féminisation, et lutte contre les discriminations. J'avais fait un projet, un plan. J'ai fait ma commission et c'est parti. Et il y avait des réunions et machin, et cetera. Tu fais ta sauce. Là, Patrick Pérez va faire sa commission. Je sais pas qui va mettre dedans, donc il va garder certainement Benjamin pour tout ce qui est, arbitrage et nomination. Mais on ne sait pas. Mais ça se trouve, ce sera des gens inconnus du polo. Ça se trouve, il va prendre, une personne de chaque club, je sais pas du tout. Et à qui c'est rapporté les travaux éventuels de ces commissions-là? À qui elles sont rapportées? Bah, tu renvoies tous les comptes à la Mais je fédération. veux dire, qui? Le directeur, le président? Bah, tu rends compte à la fédé, puis après tout le monde en comité directeur a les comptes rendus de chaque réunion, de chaque commission. D'accord. Tout le monde c'est très visible en plus, hein, il y a pas de s'il y a des réunions, elles sont écrites et tout le monde le voit. S'il y en a pas, il y en a pas. Et tout ce qu'il y a eu en water polo a été, vu par le comité directeur en général. Il y a rien de caché de la commission. Enfin, on rentre dans le truc. Moi, je trouve que pour moi, c'est de la politique, tout ça. Alors, je sais que tout est politique maintenant, mais je trouve qu'on est bien loin du sport là-dedans. Et c'est pour ça qu'il y a un immobilisme. Il n'y a pas de pragmatisme, en fait, voilà, on se met autour d'une table, on bosse, on fait ci, on fait ça. Il y a un projet dans 4 ans. Qu'est-ce qu'on fait? On met en place l'INSEP. Là, on a l'INSEP en 4. Voilà, c'est de la petite cuisine. Et je te dis, Christophe, on sortira jamais. Là, on a eu une émergence de talents en même temps avec une équipe masculine qui a été. On va même pas surfer là-dessus. C'est la première fois. On a fini 4e mondiaux. Alors oui, je veux bien les plateaux télé, les bidules, mais on avait là l'occasion de. Je sais même pas si ça leur fait plaisir à la Fédé. Je sais pas si on leur fait pas un petit peu, je veux pas dire d'ombre, mais je reste très, très sceptique sur la réelle volonté de la fédération de développer le polo. Alors voilà, quand tu veux partir, ils vont te rattraper et ils vont te dire: «Non, non, pars pas, on va s'occuper de toi». Mais si tu pars pas, c'est peut-être tant que tu leur dis pas qu'il faut partir, je doute quand même, de l'arrêt de l'immobilisme. Ben, ça sera peut-être la conclusion de cette partie fédérale. Je voudrais juste qu'on revienne un petit peu sur Laure et son club, parce que à la fois donc présidente du club, entraîneur, tu es revenu au bord du bassin, mais je crois que ça s'est pas fait, on va dire, c'était pas ce qui était prévu initialement, donc peut-être tu pourras revenir là-dessus. Et puis du coup, j'enchaîne un petit peu tout, mais quels sont un petit peu les objectifs du club? Bon, tu l'as un petit peu évoqué en début d'épisode, mais voilà, retracer un petit peu, le présent et l'avenir, du club de Nancy. Oui, donc j'ai la présidence du club de Nancy, le Grand Nancy Aquatic Club, le NIAC, hein, on l'a appelé comme ça pour être un peu plus, dynamique. C'est vrai, Ouais. tu as pas fait le niaque, ouais, c'est pas mal, ouais. Donc, nous, on a décidé de se créer ce club et d'avoir vraiment de l'ambition, hein, de pas créer un club, pour être un peu comme certains font. Tu restes un peu tu as créé les choses, mais tu as aucune ambition de dynamisme ou de c'est pas parce que tu fais une action qu'il faut pas la dynamiser. Donc on a vraiment cette ambition. On est parti sur le water polo, mais on a aussi, la natation et la natation artistique. On est un petit peu, comme je l'ai dit auparavant, coincé avec cette piscine, donc les garçons sont en national 3, mais on pourrait les monter en national 2, mais on a un problème de bassin puisque même pour l'élite, on est obligé de louer la piscine universitaire, donc c'est un peu compliqué. Et donc on a cette ambition et moi j'ai toujours été, passionnée et ambitieuse dans tout ce que j'ai fait. Je suis pas du style à être, plutôt, passive
et à me conforter dans le peu d'action qu'on peut avoir. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller sur une dynamique de titre, ça c'est sûr et certain, et d'aller dans un top 4 européen. Donc ça, c'est ma volonté sur le polo féminin. Bien sûr que j'ai envie que les garçons remontent aussi en division et qu'on développe aussi nos autres activités au sein du club. Les garçons font partie de la même entité? Oui, oui, tout à fait. Maintenant, il y a plus qu'un club de water polo à Nancy, c'est nous. Avant, on avait fait des ententes, on est un petit peu les 2 clubs à SPTT et nous. Maintenant, il y a que nous. J'ai même créé une entente en National 1 féminine avec Thionville pour essayer de dynamiser le club de Thionville en water polo féminin. J'ai vraiment une volonté de développer le polo, hein, que ce soit à Nancy ou ailleurs, ça c'est toujours été. Et puis sur Nancy, c'est de récupérer le titre, évidemment avant que Lille, en ait 13. Est-ce que tu as réussi à récupérer des joueuses de Mulhouse ou pas? Non, une petite jeune, mais c'est tout. Elles sont toutes parties, Donc les joueuses de Mulhouse, où il y en a qui ont arrêté de jouer, beaucoup. ouais, il y a Aurélie Battu qui est partie en Espagne et les autres, la petite Juliette Dalluin qui est repartie aux États-Unis, mais les autres, qu'est-ce qu'elles sont devenues? Elles sont plus, sur le territoire français. Il y en a une ou 2, il y a, Valentine Horto qui est sur Lille, qu'ils ont récupéré, et puis les autres sont ou arrêtés ou partis à l'étranger. Il y avait les Audrey, Louise, tout ça qui ont arrêté le polo, Camélia qui a arrêté, d'autres qui sont, Camille et Juliette sont à l'étranger, Aurélie à l'étranger, donc il y a pas grand-chose, hein. Puisqu'il y avait aussi des étrangères. Moi, j'ai récupéré, si Tiziana Raspo qui était aussi là-bas. Donc voilà, donc notre objectif, c'est de dynamiser. On a aussi quelques étrangères, mais on essaie de travailler sur une génération qui est au milieu de son expérience, hein, des 2003, 2004, 2002, pour que d'ici 1 an ou 2, il y ait encore un peu plus d'expérience. Donc ça, c'est l'objectif, du club. Sur du moyen terme, après sur du court terme, l'objectif de cette saison, c'est d'être sur le podium. L'année dernière, on finit 3e, en Coupe de France. Cette année, à Coupe de France, on finit 2e, même si on prend une fessée contre Lille en finale. Mais notre objectif, c'est d'être encore sur le podium et de pourquoi pas essayer d'avoir la 2e place. Bon là, la messe est dite sur les clubs, hein, Lille est devant pour l'instant et puis après, il y a Bordeaux, Nice et nous et l'INSEP derrière, et ça se jouera sur ce top 4, pour les demi-finales. Et juste donc sur le fait que tu te retrouves à nouveau au bord du bassin, parce que j'avais discuté un petit peu avec quelques-unes de tes filles lors du trophée Alice Mia. Il y avait un entraîneur qui était là en début d'année, et puis finalement, surprise, c'est Langotro au bord du bassin. Oui, donc on avait un entraîneur italien depuis la saison dernière qui s'appelait Arnaldo. Donc son contrat a été reconduit, il repartait pour une saison et puis au mois d'octobre, il me dit, qu'il part la semaine prochaine, qu'il est, convié à entraîner aux Émirats arabes. Donc je lui dis: «La semaine prochaine?» Il me dit: «Oui». Donc je lui dis que c'est pas très respectueux et cetera, bref. Et donc c'est très compliqué de trouver un entraîneur en début de saison comme ça. Enfin, la saison avait déjà été entamée, donc j'avais pu entraîner depuis quelques années parce qu'avant on avait un Monténégrin qui entraînait et puis donc j'entraîne un peu quand même l'équipe 2 ou quelques joueurs, je suis quand même sur le terrain. Donc il a fallu que je retourne, entraîner les joueuses et donc c'est parti jusqu'au mois de mai, hein, pour, encadrer les filles, donc ça change de méthode. Est-ce que la présidente est contente de l'entraîneur? Pour l'instant, ça va. Non, non, c'est compliqué parce qu'avant, quand j'entraînais, je travaillais pas à côté. Là, je travaille à la piscine universitaire à Nancy, université de Lorraine, donc d'allier les 2, c'est compliqué. C'est pas prévu comme ça au programme, donc c'est toute l'organisation qui est complexe. Sur l'entraînement, je pense que les filles, elles adhèrent au projet, à chacun sa façon d'entraîner, mais j'implique beaucoup les joueuses à m'entraîner et puis, comme je peux pas être tout le temps présente, il y a des entraîneurs, en natation qui prennent la partie natation et des choses comme ça, quoi. Mais bon, ça nous a fait un coup assez dur, au mois d'octobre, même pour les joueuses, tout était bien planifié. Donc c'est comme ça, on retrousse les manches et on continue, on avance. Voilà, et on a pu quand même finir 2e de la Coupe de France, donc c'est déjà pas mal et on va essayer de tenir correctement sur ces Avec 10 joueuses uniquement. ouais, mais il m'en manquait des joueuses, hein. Par exemple, ce week-end, on a joué à plus, hein. Il est pas prévu que tu remettes le maillot quand même? Non, non, que pour l'entraînement de temps en temps peut-être, mais pas pour les matchs. Mais bon, il y a l'effectif est plus
plus important quand on joue à domicile parce qu'il y a des joueuses qui peuvent pas se déplacer. Mais puis la Coupe de France, comme c'était vendredi, samedi, dimanche, c'est compliqué pour certaines qui ont des examens. Enfin bref, les joueuses féminines sont pas toutes professionnelles, donc c'est déjà un peu compliqué, contrairement à des étrangères où elles sont à disposition tout le temps. Donc moi aussi, j'ai quelques étrangères, là, c'est plus simple de déplacer. Mais sur nos matchs à domicile, ça va être plus intéressant puisqu'on sera au complet. Là, on a joué Lille, on a déjà fait un meilleur score que la Coupe de France. Et il nous restera Lille et Nice et Bordeaux à domicile et ça sera beaucoup plus simple de les jouer chez nous évidemment puisqu'on sera au complet et puis dans notre bassin. Donc voilà, l'objectif c'est de finir dans ce top 4 et de pas finir 4e pour pas être en demi face à Lille. Voilà un peu la situation. Le même cas que chez les garçons Voilà, c'est ça. qui veulent éviter Marseille. J'espère qu'on aura encore les diffusions sur Sportall pour suivre les matchs quand même. Bah, nous, on essaye de les mettre. Nice le fait, je pense aussi. Bordeaux, non, je crois. Mais nous, on essaye de mettre les matchs à chaque fois sur Sportall en direct. Même si, voilà, globalement, la qualité n'est pas au rendez-vous. C'est vrai que Là, on est dans un bassin qui est petit, ouais. On a un petit bassin, en fait. Comme on n'a plus de bassin, on est dans le bassin de la petite université. On n'a pas de recul et c'est compliqué de filmer des fois dans des conditions. Donc, on essaye de respecter le cahier des charges de la fédération qui n'est pas si simple. Mais je pense que c'est au niveau de la qualité d'image, comme j'ai vu les matchs de Coupe de France, la qualité d'image n'était pas exceptionnelle. Je pense qu'on est à peu près pareil. oui, c'est ce que je dis. Effectivement, on a une qualité qui n'est pas forcément, comme c'est un cahier des charges fédéral, enfin, je trouve qu'il est assez faible. Et c'est dommage, je trouve ça nuit aussi, pareil, hein, tout ce qu'on dit. Ça aide pas au développement, à attirer les gens, parce que les gens vont peut-être regarder une fois, ils vont pas voir grand-chose, pas prendre trop. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui commente un petit peu et qui encourage les filles à Nancy, parce que ça aide un peu à identifier les buteuses ou les exclusions, mais c'est pas forcément évident pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude et qui souhaiterait voir un peu des matchs, quoi. On doit mettre sur la plateforme fédérale qui est accès que pour les clubs, les entraîneurs. Mais le licencié ou l'arbitre n'a pas accès à ces matchs, en fait. Si c'est pas sur Sportall où il paye, il n'y a pas d'accès. Ouais, tout à fait. On a pour habitude de finir nos épisodes sur une personne que tu aimerais bien entendre à ce micro, à ta place. Donc, est-ce que tu as des noms à nous suggérer, du water-polo ou pas, mais... J'ai pas de nom en tête là. Moi, je trouve que c'est ce que vous faites est vraiment super pour le polo d'avoir mis en place ces podcasts. J'ai pas un nom en particulier, mais je pense qu'il faut que il y ait plus d'acteurs qui commentent ou qui parlent là directement. Mais en tout cas, je milite pour le sport féminin et le water-polo féminin. Très bien, merci beaucoup Laure. Donc j'espère que tu auras passé un bon moment en notre compagnie et que nos auditeurs auront fait de même. On se retrouve pour un prochain épisode avec soit du championnat, soit un nouvel invité. Merci à tous et à bientôt. Merci à vous, au revoir. Ciao. Merci, ciao. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez noter l'épisode, le partager et pour ne pas manquer les prochains, pensez à vous abonner. À très vite sur La Pointe.